et musique dans le cinéma d'aujourd'hui aussi. Pourquoi? Quand j'ai commencé mon cinéma, j'ai commencé d'une façon autodidacte, ça veut dire sans aucune formation classique, académique. L'unique chose que j'ai fait, c'était 3 mois à l'école de cinéma de Munich. Après, j'ai commencé à travailler pour moi-même avec une caméra double 8. C'était donc un format très petit. Et avec l'aide de mes amis, on a fait des productions de cinéma en famille sans argent du tout. Bon, mais très bientôt, j'ai commencé à trouver un certain style dans mon travail. Et après 2 ans, donc déjà en 69, j'ai gagné un prix très très important, qui était la donation d'un metteur en scène que j'adorais toujours, Josef von Sternberg, qui a fait tous les films pratiquement tous les cinémas de Marlène Dietrich. Donc j'ai eu ce prix, après ça y est. Donc d'une façon très très organique, j'ai commencé et j'ai continué. Bon, et à cette époque-là, j'ai eu un style, moi je peux le définir peut-être... et c'est quoi cette lumière dans mes yeux? C'est pour vous, c'est nécessaire comme si fort? Merci. Donc, je peux me définir dans mes premiers essais de cinéaste, c'était j'entends avec les yeux et je regarde avec les oreilles, peut-être. Pourquoi? La voix, de toute façon, la voix de Maria Callas m'a inspiré de bouger, disons, dans la vie, et dans les arts, et pour le cinéma. Donc j'étais obligé de transmettre ça, que cette voix m'a raconté. Évidemment pas en direct, j'ai pas mis la voix de Callas sur tous mes films, en prétendant que je serais le deuxième Callas, pas du tout. C'était, pour moi, comme j'ai dit, cette voix m'a inspiré. Cette voix était pleine d'images pour moi. Et donc la structure de mes premiers films est extrêmement musicale et utilise pour donner un nouveau aspect, un nouvel aspect, une nouvelle concentration sur le montage d'un film. C'est l'expression cinématographique. Il est très souvent, le son et la musique est très souvent en décalage avec l'image, pour donner une plus grande tension entre image et son. Ça veut dire que de toute façon, l'image même était créée à travers le son. Le son, c'est l'image. Le son, c'est l'image. Et bon, à un certain moment, j'ai pensé, il valait bien de faire un peu plus de cinéma classique avec un sujet que moi j'adorais, c'était de la vie napolitaine, parce que moi j'ai eu la chance d'aller, comme j'étais petit, pendant 2 ans à l'école de Naples. De toute façon, pour moi, Naples, c'est toujours avec la Ciudad de México, ce sont les 2 villes préférées de ma vie. Bon, Naples m'a beaucoup inspiré, donc j'ai écrit un scénario pour un film qui raconte la vie d'une famille napolitaine à partir de 1944 jusqu'à 1974. Donc un film pas classique, mais quand même une structure narrative qui peut, si on veut, assembler au cinéma de Rossellini ou quoi. De toute façon, c'est donc une structure classique. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'à ce moment-là, d'une certaine façon, j'ai eu honte, parce que j'ai eu le sentiment de m'avoir trahi moi-même. Donc, en Italie, il y a un livre qui est titulé sur moi, un petit livre qui s'appelle La Regina dell'Underground, la reine de l'Underground. Donc, cette reine de l'Underground se montre d'une façon beaucoup plus classique dans ce cinéma napolitain. D'ailleurs, il faut le dire, il a eu 48 prix internationaux, vraiment incroyablement apprécié comme film. Mais moi, comme j'ai eu ce conflit avec moi-même, j'ai décidé, donc, je vais demander à un ami à moi, Eric Frank, qui était galériste et qui a aussi coproduit de temps en temps des films, de me donner un petit budget pour faire un film, pour créer un film complètement fou, disons. Dans ce film, il n'était jamais montré, mais il est là. Et on va voir si la projection fonctionne, je ne sais pas, c'est un film 16 mm, dans cette énorme salle, si ça va ou pas, on va voir. De toute façon,
Dans ce film, je reprends tous mes défauts, tous mes fautes, tout ça, des premières années de ma carrière. Je les reprends avec le plus grand plaisir pervers. Donc, je me donne encore une fois vraiment tout ça que j'aime bien, mais déjà avec une petite distance ironique et parodique. Tout ça, c'est très important à savoir. Donc, en quantité, il y a tous les effets de mes premiers films que je fais revoquer encore une fois après mon premier film néo-réaliste italien. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé, vous allez trouver tout ça que j'ai raconté maintenant, vous allez le trouver dans ce film. On va le regarder, je crois qu'il est en langue française. De toute façon, je ne sais pas si tout le monde comprend le français, sinon un jour elle doit faire un résumé de ce que j'ai dit, sinon c'est inutile que je parle, non? Non? Bon, donc on va faire un test. Est-ce qu'on peut commencer? Parce qu'après le film, je reviens, on continue après le film qui va durer comme 45 minutes. Est-ce qu'on peut voir un peu si le film fonctionne? Voilà, je commence. On va regarder.
et Fausto, américain lui aussi, originaire de Sicile, font connaissance sur un bateau de guerre américain mouillé face à la côte tunisienne, flotte de l'OTAN. Thomas est blond. Il a la couleur de peau des Allemands. Fausto, lui, a les cheveux noirs et le teint pâle des Occidentaux. En travaillant, ils commencent à s'aimer. La simplicité et la perfection de leur comportement les mettent à l'abri de conflits avec leurs camarades. Ceux-ci auraient pu rabaisser méchamment la sincérité et la solidité de cette liaison pure, aux formes particulières de relations homosexuelles, qui sont fréquentes à bord de gros bateaux. Ainsi, nos deux héros forment un couple apprécié. Leur amitié et leur camaraderie à l'égard des autres, leur comportement naturellement discipliné, contribuent à un bon travail collectif à bord. L'ami jaloux d'un jeune lanceur du ventre débutant lui taillade le corps jusqu'à la ceinture avec un couteau arabe dont la lame longue, effilée et aiguë est richement ciselée. La réaction de Fausto et Thomas à cet événement peut prêter un malentendu. En effet, ils contemplent l'incident en souriant d'un air tendre. Même les cris de mort du danseur ne leur inspirent pas d'effroi. Ils apaisent le meurtrier qui s'écroule en sanglotant avec les mots d'une langue qui lui est étrangère. Ils ne sont pas cyniques, mais innocents. C'est ainsi qu'ils ressentent l'horreur apparente de cet accident. Mais aussi témoins d'un crime, ils n'ont guère envie de se faire questionner par la police qui arrive et, prétextant de ne pas comprendre la langue, ils s'éloignent avec un sourire amical.
Le capitaine, un officier de marine célibataire, à la fleur de l'âge, charmant au plus vu. M. Fausto n'ose lui exprimer ouvertement ses sentiments parce qu'elle sent, comme les autres d'ailleurs, que cela pourrait détruire la beauté et la douceur que l'amour a amenée sur le croiseur. Pendant les permissions à terre, Thomas et Fausto se dérobent habituellement aux sorties en groupe de l'équipage. Leur service militaire touche à sa fin et ils décident d'aller rendre visite à la mer italienne et de partir pour la Spezia. Ils quittent la marine dans le port de la Spezia et passent en revue ce qu'il leur reste de joie passée. La mer. Fausto emmène son ami chez lui et le présente à sa mère. La mère, une femme simple mais indépendante, tient une boulangerie à Gênes. Elle traite son hôte avec l'empressement et la sympathie naturelle des Italiens. Tous deux dorment dans la chambre d'enfant de Fausto que sa mère a soigneusement installée en y ajoutant un second lit.
leur étreinte heureuse dans le sommeil. Le jour du départ est arrivé. Thomas et Fausto décident de rendre visite au père de Thomas, à Hambourg, d'où ils veulent s'embarquer comme matelots sur un grand transatlantique. Après leur avoir cousu deux uniformes blancs de matelots qu'elle croit appropriés à la marine civile, la mère italienne leur prépare un repas d'adieu. Voilà. Donc là, vous avez eu la chance de voir un vrai film punk de l'époque. Donc, comme j'ai dit avant, c'était après le tournage de mon film Reine de Napoli, Royaume de Naples, que j'ai eu envie de faire encore une folie un peu punk pour me libérer des mauvais esprits du cinéma commercial. Et par contre, donc ça restait l'unique film que j'ai fait comme ça après Reine de Napoli. Mais de temps en temps, je reviens dans ma façon de raconter le cinéma. Et dans le cinéma, je reviens aux formes très, disons, plus extrêmes que le quotidien de toute façon. Comme notre dernier film qu'on a fait avec Paolo Branco, le film 2, qui était, je crois, présenté au Portugal aussi. De toute façon, ici au festival. Donc là, ce film, évidemment, d'une façon, d'un esthétisme complètement différent de mon vieux film punk de 79, 78. De toute façon, mais là aussi, il y a une recherche esthétique. Ça veut dire un travail avec les voix, avec la musique, et avec une structure de montage pas du tout linéaire. Un travail que moi j'adore, et d'ailleurs il faut dire que produire un film comme deux, c'est vraiment d'une grandiose générosité de la part de la production Paolo Branco, parce que évidemment, même si les acteurs ou les actrices comme Isabelle Huppert croient beaucoup à mon travail comme dans le film 2, évidemment, c'est jamais un film grand public, hélas. Pourquoi? Parce que la forme est progressive et la forme n'est pas répétitive dans le sens du cinéma d'aujourd'hui. Voilà, donc je reviens de temps en temps sur les structures très extravagantes parce que ça me fait plaisir et je trouve ça nécessaire pour recouvrir les yeux. Partie de ça fait, par exemple, si on fait le montage, donc on coupe, et la prochaine séance commence. Donc, on peut déjà complètement déranger le regard du spectateur d'une façon positive, donc de le rendre plus attentif. Si je commence une demi-seconde avec le son déjà dans la séquence que je termine, donc ça précède l'image. Déjà, ça fait tout de suite un autre regard. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que la musique, la voix humaine, évidemment aussi le bruit, font partie d'une œuvre trois-dimensionnelle. Je veux dire, imaginez-vous évidemment ça, l'image était un peu plat parce que pas uniquement le film est punk, mais aussi la projection était très punk. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des bons appareils 16 mm, parce qu'évidemment, aujourd'hui, tout le monde utilise pour de tels projets, utilise le vidéo.
que je trouve dommage parce qu'évidemment avec le cinéma, avec la pellicule, vous êtes obligé d'être plus concentré parce que le matériel est extrêmement cher. Bon, de toute façon, c'était nostalgique, c'était vraiment punk 79. Bon, je vais dire, donc pour exemple, où vous utilisez une voix asynchrone dans l'image, sur l'image, où vous utilisez une musique, une voix qui contredit l'image. Là, par exemple, volontairement, dans ce film de l'époque, j'ai utilisé ça, les images qui peuvent fonctionner qui ne peuvent fonctionner que par l'association. Ce ne sont jamais des illustrations de mon texte que Bulogier a dit d'une façon adorable, je la trouve tellement fantastique, Bulogier, de toute façon, une actrice que j'adore. Donc, elle raconte le texte et les images ne sont jamais des illustrations du contenu du texte. Et aussi ça, je trouve très important parce qu'aujourd'hui, il y a le problème, les gens sont obligés à s'adapter tout le temps, à s'habituer au même esthétisme télévision, aux 70 programmes de télévision, où l'esthétisme reste toujours sur un même niveau, pratiquement toujours. Donc, déjà, il faut déranger le regard, les oreilles, il faut déranger le public pour provoquer une autre forme d'attention. Donc ça, évidemment, dans mon travail est évident, même si j'ai des facettes différentes. Je fais beaucoup de théâtre, opéra, théâtre de prose et récemment aussi le ballet, chorégraphie. Mais pour moi, c'est absolument important rouvrir les yeux et les oreilles. Au cinéma d'aujourd'hui, une chose qui me manque, c'est exactement ça. Je trouve si la forme du cinéma, si la structure esthétique ne se renouvelle pas, on commence à devenir plus terne, sourd, muet devant l'image et devant le son. Je trouve qu'il faut tout le temps attaquer la tradition, pas d'une stupide provocation, mais il faut quand même tout le temps aller contre le rythme quotidien du cinéma, télévision, par exemple. Bon. Donc moi, j'avais préparé des exemples de 2 autres films, mais je crois qu'on n'a pas le temps, non? Quelle heure est-il? Le VHS est très mauvais. Ah bon, ah. Voilà. On peut regarder, mais on peut avancer dans le DVD ou... Ok, donc, on peut commencer. Envoyer le DVD là. C'est le film qui s'appelle Die Königin, la reine. C'est un documentaire que j'ai fait en 2000 avec une très grande amie à moi, maintenant décédée. Elle a déjà eu au moment de notre film 90 ans la plus grande tragédienne du cinéma allemand, Marianne Hoppe, et donc j'ai dédié ce film à Marianne Hoppe qui s'appelle La Reine, la Reina. Bon, là, on peut trouver des endroits comme ça qui illustrent ça que je viens de vous dire. Voyons si on voit quelque chose. Mais en entre-temps, ce serait utile si vous avez envie de me poser des questions en attendant. Si, comme ça, je peux comprendre, si je peux m'expliquer ou si j'arrive pas du tout à dire les choses que je veux dire. Donc, si vous avez une idée de me demander quelque chose, avec plaisir. J'ai la... Ça va me gêner.
puis toute l'atmosphère, l'expression et la densité de la structure cinématographique. Mais je voudrais bien que Paolo va publier ce film en édition en Portugal. Parce que moi j'aime, c'est vraiment ça, cette actrice-là, pour moi elle était de sa façon de jouer et comme un métier elle était pratiquement importante sur un autre niveau, dans un autre cadre des arts comme Maria Callas. Donc, et je crois que le film est très beau. Mais quoi? Je ne dis rien là, s'il vous plaît. Il y a le diable dans les appareils aujourd'hui. Bon. Donc, demandez des choses si vous avez envie. Oui, s'il te plaît. Est-ce que quand tu conçois le découpage au niveau cinématographique, tu as une pensée de structure musicale ou ça n'a aucun rapport, la musique, comme tu l'utilises, sa structure, tu vois, n'a rien à voir avec le découpage que tu utilises au cinéma? Oui, mais ça c'est une très bonne question, parce qu'il y a des films comme La mort de Maria Malibran, où le scénario existait en 4 ou 5 feuilles, sur lesquelles j'avais uniquement annoté des petites phrases pour un possible dialogue, pour le tournage et partout exactement les musiques. Donc la structure était dès le début construite sur les musiques. Il y a d'autres films, comme par exemple le film avec Madame Hoppe, ou le petit film Lapin que vous avez vu, où c'était tout le contraire, où j'ai jamais pensé à la musique auparavant. La musique est venue après en essayant de structurer avec le montage le film. Il y a les deux possibilités, mais évidemment, La mort de Maria Malibran, c'est vraiment une structure musicale comme mon autre film, un peu pareil à ça, pas trop loin de La mort de Maria Malibran, Flocon d'or, Copos d'oro. Oui, oui, il y a les deux possibilités. Là, par exemple, pour notre nouveau film, notre nouveau projet, avec toi, Une nuit de chien, par esta noche, là, j'ai uniquement 2 chansons dans la tête que je ne dis pas, mais là, la structure va être littéraire d'abord et après musicale, je crois. Oui, s'il vous plaît. J'ai pas compris. Est-ce que ne connaissant pas l'œuvre de Marianne Hoppe, je pensais que vous pourriez peut-être m'éclaircir un petit peu. C'était une grande actrice? Oui, Marianne Hoppe, c'était la plus grande tragédienne du théâtre allemand. C'était comme... il n'y a pas d'exemple ici, ils sont tous mis en Espagne. Ah, peut-être en France, Maria Casares, à l'époque. Et donc, elle a commencé très tôt, elle a terminé très tard. Le dernier travail qu'on a fait au théâtre ensemble, c'était en 96, 97, quand elle était très âgée, comme 86 ans. Elle a travaillé toute sa vie. Par exemple, elle a fait aussi, elle a toujours cherché des nouveaux chemins dans son art. Par exemple, elle a fait à l'âge de 83 ans, elle a été demandée et choisie par Robert Wilson jouer le rôle titre dans Roi Lear de Shakespeare. Une chose qu'elle a fait, je veux dire, et là, ce film, donc, quand il va être publié au Portugal, vous allez voir un extrait, la scène finale de Roi Lear avec Marianne Hoppe. C'est quelque chose. Donc, elle était très fameuse pour être jamais pathétique, de régner sur un véritable pathos. Ça veut dire jamais pathétique, jamais sentimental, mais plein de sentiments, avec une énorme projection de sentiments, jamais sentimental ni pathétique, mais la reine du pathos qui n'était pas du pathos pathétique.
Et bon, elle a travaillé avec tous les grands metteurs en scène, mais évidemment, sa carrière était limitée parce qu'elle a refusé de jouer dans les autres langues. Elle a fait une seule exception pour moi, on a fait en 93, on a fait une œuvre musicale de Bernd Alois Zimmermann à Los Angeles, où elle a fait le rôle du grand inquisiteur. C'est des textes de Dostoïevski des frères Karamazov, qui est utilisé par Bernd Alois Zimmermann dans son ouvrage qui s'appelle Action ecclésiastique. Bon, là, elle a récité en anglais, c'est l'unique fois dans sa carrière. Parce qu'elle était très fameuse aussi pour sa façon très spéciale d'agir avec la langue, d'être la langue allemande. Ça veut dire, pour elle, c'était son instrument absolu. Donc, évidemment, avec beaucoup de grands acteurs et grandes actrices en Europe, c'est le cas, que leur carrière se limite à leur pays natal parce que, évidemment, le théâtre voyage moins, c'est plus difficile à faire voyager le théâtre. En plus, les gens, contre tout, ne parlent pas les langues des autres. C'est pour ça que c'est une farce énorme, l'Europe unie. Les gens ne parlent pas les langues des autres. Donc, le théâtre se limite toujours à ce point-là, hélas. Mais évidemment, un film comme ça, on peut bien le montrer avec des sous-titres, parce que ça se comprend tout de suite que Madame Hoppe a cette musicalité, une certaine musicalité sèche pratiquement. C'est difficile à dire. Elle est jamais, comme je dis, jamais pathétique. Une grande actrice et une grande amie. Il y a quelque chose de curieux, donc, parce que bon, donc, tu as mis les mises en scène d'opéra contemporaine, comme Zimmermann, que vient de le dire. Pourquoi dans tes films, c'est rare, je ne sais pas, c'est l'apparition de la musique contemporaine, que la plupart de la musique que tu utilises, c'est des chansons qui quelques-uns on connaît et tout ça, ou quand même la musique qui est pas, que je me rappelle pas très bien, donc la musique vraiment contemporaine dans tes films, tu vois, la musique même de décatophonique ou autre. Ah oui, parce que ça c'est encore plus difficile, parce que la musique contemporaine, c'est la musique contemporaine qui me plaît. Lachenmann, Helmut Lachenmann, par exemple, c'est la musique la plus extrême qu'il soit. Ça ne peut jamais aller avec une image, parce que déjà la structure, sa sensualité est d'une telle énormité, ça ne peut pas s'adapter ni en contradiction, ni en juxtaposition, ni en illustration. Mais j'ai fait quand même, j'ai fait Marina, donc la musique du film était composée entièrement par Giuseppe Manzoni, un des plus grands compositeurs contemporains de la musique moderne italienne. En dehors des exceptions dans mon film Jour des idiots, tout le film est composé par Per Raben, contemporain, mais il y a toujours ça. Si on fait vraiment une composition, pour un film évidemment, on peut vivre avec le compositeur l'image. Mais sinon, la musique contemporaine, in extrême, est ce que j'aime beaucoup, et laquelle je mets assez souvent en scène. Récemment, j'ai fait deux mises en scène des œuvres lyriques d'aujourd'hui. Donc, ça se prête pas, c'est trop... je trouve, non. Pas toujours, de toute façon. Quoi? J'imagine que dans ce film, le film punk, comme vous l'appelez, c'est à vous de maquiller, travailler les gens, j'imagine. Parce que sur Flocon d'Or aussi, je crois que c'est vous qui avez maquillé Boulogier. Et là, j'imagine aussi tous les peintures sur les visages. Oui, bien sûr, on a fait tout ensemble avec mon ami Harald qui joue dans le film, qui a fait les décors, toutes les peintures, c'est Harald Vogel. Harald et moi, on a fait les maquillages, oui. Oui, mais ça c'est normalement, en plus
plaisir pour vous de faire les visages. Oui, Parce que ça vous n'était l'avez pas mis. plaisir parce qu'on était ensemble. Je veux dire, c'était un film sans des moyens importants. On n'a eu rien pratiquement. Et encore une autre chose, Werner. Dans ce désert dont vous avez parlé de cinéma qui est un peu répétitif et qui ne ouvre pas tellement de nouveaux, qui ne montre pas, qui ne surprend pas, est-ce qu'il y a à présent pour vous aucune bonne surprise dans le cinéma contemporain? C'est tout si vous voyez. Oui, j'ai eu des bonnes surprises, mais je ne me souviens pas là. Parce que. Non, mais c'est vrai, mais je dois réfléchir beaucoup. Récemment, j'ai vu une chose qui m'a beaucoup... Je ne retrouve pas le titre, c'était un titre très drôle. Un film canadien, je crois, avec Isabella Rossellini. Mauvais chant... Je ne sais pas, tu connais? Non, mais c'était un film fantastique l'année dernière. Là, tout était nouveau. Oui. Je n'ai pas vu le titre. Mais de toute façon, c'est pas... moi, il faut dire, quand je travaille moi-même, et heureusement, j'ai la chance de travailler beaucoup, je ne regarde pas le travail des autres parce que ça me déconcentre complètement. Et donc, dans les phases où je ne travaille pas, je regarde avec grand plaisir le travail des autres. Mais il faut dire, comme je suis toujours très fasciné par le théâtre, par l'atmosphère théâtrale, moi, je préfère aller au théâtre. Oui, et aussi ce film de cet homme sortir en Portugal parce que j'aimerais bien le revoir et ça m'a donné de le revoir en revoyant quelques images. Oui, Oui, avec plaisir, si on demande. Peut-être dans le festival. Ça serait bien de le présenter au Portugal parce que moi j'aime ce pays. Merci. Juste une question. Il n'y a aucune relation dans ce film avec le travail de Jean Cocteau, parce que quand j'ai vu les peintures sur les yeux, il m'a rappelé le film Le Testament d'Orphée. Ah oui, c'est un hommage qui a créé mon ami Harald, c'est le garçon blanc qui joue dans le film, qui a fait des peintures. C'est lui qui a eu cette idée, faire un hommage à cette idée cocteauienne. Ah, d'accord. Et le film a été fait dans plus ou moins le temps que Jodorowsky et Fernando Arrabal a fait des films. C'était contemporain de son travail. Parce qu'il m'a À peu près, je crois, oui, à peu près ça. Mais c'était l'époque, la 78. Ah, d'accord, parce que... Voilà, ça fait 29 ans maintenant. D'accord. Jodorowsky, oui, Arrabal, bien sûr, c'était cette époque-là. Ouais, parce qu'il m'a rappelé le langage qu'il utilisait dans ce film. Il me rappelait un petit peu son travail. Oui, ça fait partie de la famille punk, fou, mexicain, international, espagnol, Arrabal, oui. D'accord, merci. Non. Pourquoi pas? Ah, parce que moi j'ai trouvé ça plus intéressant. Moi je pensais par exemple quand je suis mort, on trouve encore des trucs inconnus, c'est plus drôle. Parce que vous savez, c'est un effet qui est très drôle parce qu'on trouve, après la mort de quelqu'un, on trouve avec les artistes toujours des choses jamais publiées. Et ça, je trouve ça tellement charmant. Chez Maria Callas, on a trouvé les enregistrements privés qu'elle a fait faire, etc. Jusqu'à 20 ans après sa mort. Donc toujours, il y a des choses qu'on trouve. J'ai dit ça en plaisantant, mais moi, j'ai rien contre d'avoir une chose que je ne présente pas. Je fais ça par amitié parce que je trouvais de revenir sur une forme que j'appelle légèrement punk. Ça fait plaisir parce qu'il y a dans ce festival aussi le film 2, notre dernier film avec Paolo Branco, avec Isabelle Huppert. Il y a le film Jour des idiots avec Harold Bouquet. Il y a notre premier film qu'on a fait ensemble avec Branco, Le Roi des Roses. Donc, en plus, il y a l'exposition, des extraits des expositions de mes photos. J'ai trouvé ça un beau souvenir. En plus, Voss et son idole,
voix et son. Je trouve ça très important. Et ça, c'est ici en abondance dans ce petit film, non? Il est imbibé de musique et des choses pour changer l'atmosphère de l'image qui resterait sans cette musique et sans la voix de Bélanger qui parle trop plate et sans signification, sans possibilité d'associer librement. C'est pour ça que je pensais que ça fait partie de notre festival. Est-ce que vous, quand vous travaillez la musique et le son, est-ce que vous pensez à couleur ou pas du tout? En images? Oui. Ce sont des images en couleur et sans couleur. C'est comme dans les rêves. Quand vous vous réveillez, après les rêves nocturnes, moi je sais, par exemple, je ne sais pas si j'ai rêvé en couleur ou pas. C'est un autre... c'est non-couleur et non-couleur. C'est les deux. C'est une autre couleur. C'est une couleur sonore. En image. Mais quand est-ce qu'on peut voir mes films encore? Est-ce que quelqu'un le sait là? Est-ce qu'on va les présenter encore, João? C'est dommage, parce que maintenant le public aurait peut-être envie de les voir. Non, là, la qualité est trop mauvaise, Paolo m'a dit, non? On ne va pas l'utiliser là. Non, on ne va plus faire de projection là. Par contre, on va terminer. Je me remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup. Je suis très heureux d'être ici et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie, dans vos vies. Ok, merci.